Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Science et société. Fondé par Alain Fuchs et Dominique Desjeux, et dirigé par Bruno Péquignot. Déjà paru. Blanchard MAKANGA, Nature, Technosciences et Rationalité. Le triptyque du bon sens 2012. Béatrice Grandoordy, Charles Darwin et l'évolution, dans les arts plastiques de 1859 à 1914, 2012. À l'IRECHAM, de la dialyse à la greffe. De l'hybridité immunologique à l'hybridité sociale, 2012. Simon Bill, la médecine à l'époque hellénistique et romaine. Galien. La survie d'Hippocrate et des autres médecins de l'Antiquité, 2011. Simon Bill, de la médecine magique et religieuse à la médecine rationnelle. Hippocrate, 2011. Raymond MICOULAUT, Le temps, l'espace, la lumière 2011. Escrepo, G. Dubay, P. Musso, B. Paul R. accent aigu, La connaissance dans les sociétés techniciennes 2009. François Larose et Alain Jaillet, Le numérique dans l'enseignement et la formation. Analyse, traces et usages 2009. Martine Quignot BENAMO, Probabilité et statistiques aujourd'hui. Nouvelle édition 2009. Seuzin-Topsu, Cécile Quenaille, Katia SERRANOVELARDE, Dire, savoir en débat. Perspective franco-allemande, 2008. Jean-David PONCI, La biologie du vieillissement, une fenêtre sur la science et sur la société, 2008. Michel Watley, Vivement 2050. Comment nous vivrons, peut-être demain 2007. Claude Durand, Les biotechnologies au feu de l'éthique, 2007. Bruno Pinel, Vieillir 2007. Régis MACHE, La personne dans les sociétés techniciennes 2007. Alain Guillon, Une mathématique de la personne 2005. Marie-Thérèse Cousin, L'anesthésie-réanimation en France, des origines à 1965. Tome 1, Anesthésie. Tome 2, Réanimation. Les nouveaux professionnels 2005. Fernand Criqui, Les clés du nouveau millénaire 2004. Karine Aledo REMILLET, Malade, médecin et épilepsie, Une approche anthropologique 2004. Claude Durand, Souladir, Regard sur les biotechnologies 2003. Pierre-Yves Morvan, Dieu est-il un gaucher qui joue au dé 2002. Ouvrage des mêmes auteurs. Suzy Colinzane. Les Khazars aux confins de l'univers, Editions du Rocher 1985. Les Khazars au trou noir, EDP Science 2009. Nombreux chapitres dans des livres d'astronomie. Christiane Villain. La mécanique de Christian Huygens, ed. Albert Blanchard, 1996. Naissance de la physique moderne, Ellipse 2010. Prologue. Le XXe siècle a représenté un tournant dans notre compréhension de la structure de la matière et de l'univers tout entier. La relativité et la mécanique quantique ont bouleversé complètement nos cadres de pensée. Notre vision de la matière est devenue floue et terriblement complexe. Nous avons perdu nos repères absolus dans le temps et dans l'espace, l'univers a acquis une dimension gigantesque et une histoire. De plus, le chaos a fait irruption dans de nombreux domaines de la science et a modifié la nature de nos schémas déterministes. La raison a semblé s'éloigner de plus en plus de notre bon sens, pourtant la chose du monde la mieux partagée, selon l'un de nos grands penseurs. Et les cerveaux des scientifiques ont dû en quelque sorte être recablés, pour admettre ce que nous aurions estimé impossible avant. On pourrait croire qu'après ces révolutions de la pensée, tout serait plus tranquille. Or le XXIe siècle pourrait bien nous apporter d'autres surprises aussi grandes, et une véritable rupture épistémologique nous attend peut-être encore. On a découvert à la fin du siècle dernier que la physique de l'infinime petit pouvait se conjuguer avec celle de l'infinime grand. Ce sont des métaphores car bien entendu les dimensions sont limitées dans les deux sens, pour permettre de comprendre à la fois la première et la seconde. Le tout est plus grand que la somme des parties, comme on dit d'une synergie réussie. C'est ainsi que le mariage de la physique théorique avec la cosmologie conduit aujourd'hui à poser des questions sur l'origine de la matière et du temps que l'on n'aurait pas osé aborder précédemment sur un plan scientifique. Une question taraude en outre certains physiciens et philosophes depuis des décennies.
Pourquoi vivons-nous dans un univers qui paraît organisé spécifiquement pour y engendrer la vie? Premier exemple de synergie réussie, avec un grand nombre de coïncidences extraordinaires sans lesquelles elle n'aurait pu se développer? Si l'univers n'avait pas vécu aussi longtemps, s'il avait été un peu plus ou un peu moins accéléré, un peu plus tôt ou un peu plus tard, s'il n'avait pas dans le passé été très homogène mais avec quand même un minuscule soupçon d'inhomogénéité, il n'y aurait eu ni étoiles, ni galaxies, ni éléments chimiques, et nous ne serions pas là pour en disserter. Un principe a-t-il présidé à ces agencements? Certaines théories suggèrent que notre univers observable ne serait qu'une minuscule parcelle d'un univers prodigieusement plus grand, composé de milliards d'autres univers dont les lois, ou du moins les constantes de la nature, seraient différentes des nôtres, et dont le développement serait par conséquent très différent. La réponse à la question posée serait alors que nous vivons dans l'un des seuls univers qui nous convient, de même que nous sommes sur Terre parce que, parmi des milliards de planètes, la Terre est l'une des rares dont les conditions sont favorables au développement de la vie. Cela peut sembler inconcevable, mais qui aurait cru au début du XXe siècle, alors que l'univers semblait limité à la Voie lactée, que quelques dizaines d'années plus tard on observerait des milliards d'autres galaxies situées à des milliards d'années-lumière? D'autres théories tendent au contraire à proposer que notre univers soit unique, infini et sans début, éventuellement cyclique. Dans ce cas, notre première question sur l'adéquation du monde à la possibilité de la vie pourrait être résolue à condition de trouver la théorie du tout, une théorie qui ne laisserait aucune place à des paramètres libres et qui conduirait automatiquement à la complexité qui est celle de notre univers, elle-même caractéristique de la vie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette théorie est activement recherchée actuellement par de très bons théoriciens. Aurons-nous un jour, et peut-être dans ce siècle, la réponse à une question aussi fondamentale? Est-il justifié que les scientifiques se la posent? La majorité d'entre eux la récusent, et pensent avec une partie de la population que seule la métaphysique ou la religion peuvent se permettre de l'aborder. Les cosmologistes disent même souvent que cette question n'a pas de sens, et que la poser conduit à un véritable abandon de la quête scientifique. La cause du monde est extérieure à lui-même, disent-ils, donc nous ne pourrons jamais la comprendre. On ne comprendra jamais non plus les lois biologiques, ajoute-t-il. L'une des critiques adressées à ceux qui étudient ces problèmes est que leurs théories ne sont pas réfutables, car elles nécessitent des énergies qu'on est incapable d'atteindre dans un laboratoire terrestre, aussi grand soit-il, donc elles seront toujours hors du champ des expérimentations. Cet argument est spécieux. On sait bien qu'on ne verra pas les plus petites particules, comme les quarks, tant que l'on ne disposera pas de plus d'énergie. Mais on détecte les particules auxquelles ils donnent naissance. Leur représentation est donc validée par la justesse des prédictions qu'entraîne leur existence. Et dans le même esprit, on peut espérer, et cela est déjà en cours, que certaines prédictions des théories dont il est question seront confirmées ou infirmées par des observations effectuées en remontant dans le temps grâce à des objets lointains. Ceux-ci, bien que très distants et anciens, sont encore très éloignés de ce Big Bang mythique que nous invoquons si souvent, mais nous permettront de le déchiffrer. De même, les accélérateurs et collisionneurs actuels qui se sont montrés capables de tester une théorie des particules élémentaires pourtant déjà très sophistiquée, la théorie dite standard, pourront sans doute dans l'avenir nous permettre de trancher entre plusieurs autres encore plus élaborées. Une autre critique à ce genre de questionnement est que notre cerveau n'est pas fait pour tout comprendre, qu'il a ses limites infranchissables. Les mathématiques, nous dit-on, sont une pure création de notre esprit, et ce sont précisément sur ces mathématiques que nous bâtissons les équations nous permettant d'exprimer les lois de la nature. Celles-ci ne sont en fait qu'un code de lecture qui ne peut atteindre la réalité extérieure. On nous objecte que nous sommes peut-être comme un poisson rouge dans son bocal, incapable de concevoir le monde qui entoure le bocal, et qu'il est parfaitement outrecuidant de la part des scientifiques de s'imaginer pouvoir le comprendre par la force de leur esprit. De même, si nous nous trouvions en face d'extraterrestres, leur technologie nous paraîtrait-elle probablement de la pure magie. Il y a une raison très forte qui devrait en revanche guider les scientifiques vers ces questions, c'est que l'esprit scientifique doit être curieux par définition. Les scientifiques veulent manger le fruit de la connaissance, ils aiment percer les mystères et vont jusqu'à s'ennuyer lorsqu'ils ont réussi à le faire. Pour certains religieux,
goûter le fruit de la connaissance est un péché, et s'ils aiment également les mystères, ils veulent qu'ils demeurent mystérieux. Au contraire, il est dans le rôle du scientifique de braver ses interdits et d'essayer d'aller sans cesse au-delà de ses connaissances du moment, de tenter de résoudre tous les problèmes qui se posent à lui en dépit des difficultés qui vont jalonner sa route. Et en ce qui concerne la cosmologie actuelle, on peut dire qu'elle ne manque pas, si l'on considère en particulier que l'univers semble entièrement dominé par la matière et l'énergie noire, dont la présence s'impose dans les observations, tandis qu'on n'a pas encore la moindre idée de ce qu'elles sont réellement. Certes, mais on ne peut nier que la science n'a jamais cessé de se développer à un rythme accéléré depuis plus de 2 millénaires, et qu'on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas encore ainsi dans l'avenir, nous réservant des découvertes que nous n'envisageons pas maintenant. Car la science progresse, et même si elle ne le fait pas de façon linéaire mais par à-coups, cette progression s'accélère avec le temps, du moins en quantité d'informations si ce n'est en nouveauté des concepts. La science est comme un arbre qui serait sorti de terre il y a 2500 ans. Pendant près de 2000 ans, son tronc s'est étoffé, mêlant mathématiques, astronomie et philosophie, pour commencer à produire à la Renaissance les diverses branches de la science, chimie, biologie, physique, géologie, chacune d'elles donnant bientôt naissance à de nouveaux rameaux. Au début du XIXe siècle naissait l'astrophysique, mariage de l'astronomie et de la physique, qui allait changer radicalement notre vision des astres et du cosmos. En 4 siècles, l'arbre de la science a donc produit une ramure gigantesque englobant tous les domaines de la connaissance. La conséquence en est que le savoir s'est spécialisé à outrance, que l'on ne peut plus imaginer maintenant des esprits encyclopédistes arrivant à embrasser plusieurs sciences, ni même une seule, et l'on connaît la phrase célèbre de Georges Bernard Shaw, un spécialiste est quelqu'un qui sait tout sur rien. On peut donc légitimement se poser la question, et nous la poserons du devenir de la science, de sa fuite en avant et de sa nécessaire mutation, en essayant de ne pas nous comporter comme des gens qui ne savent rien sur tout. Curieusement, la question de l'origine et du principe qui a gouverné ou non la présence de la vie dans l'univers est beaucoup plus souvent envisagée dans le monde anglo-saxon et surtout chez les Britanniques, qui l'ont posée pour la première fois, que chez nous, peut-être pour des raisons liées à la prégnance en France du positivisme d'Auguste Comte, lequel nous apprend à poser la question du comment et jamais du pourquoi. Nous avons cependant décidé de rompre le tabou, et d'en débattre dans ce livre. De nombreux ouvrages ont été récemment écrits sur le sujet par les meilleurs scientifiques et les meilleurs vulgarisateurs, et l'on pourrait se demander s'il n'est pas redondant d'en ajouter un à cette panoplie déjà importante. Nous ne le pensons pas car ce que nous avons voulu faire, c'est un exposé non seulement des problèmes actuels, mais également des démarches qui nous ont conduits à eux depuis que la cosmologie est devenue une science, au début du XXe siècle. Nous ferons cet exercice sous forme d'un dialogue entre une astrophysicienne, Suzy, et une philosophe des sciences, Christiane, ne partageant pas toujours les mêmes opinions et même les partageant rarement. De plus, Candide nous forcera en permanence à répondre aux questions même très simples, que peut se poser un honnête homme, cultivé, intéressé et intelligent, mais ignorant tout des sciences dures et de leurs méthodes actuelles. Au cours de ce dialogue, nous nous permettrons de nombreuses digressions au fil de la pensée, en espérant qu'elles n'éloigneront pas trop le lecteur de son sujet mais contribueront à le distraire. Par ailleurs, nous nous autorisons des répétitions, partant du principe que les idées gagnent en compréhension lorsqu'elles sont placées dans différents contextes. Suzy Colinzane et Christiane Villain. Évolution de l'univers en fonction du temps. Il est conseillé de l'avoir en permanence sous les yeux dans la partie cosmologique du livre. Un livre n'est excusable qu'autant qu'il apprend quelque chose. Voltaire. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Aristote. Premier jour, discussion sur les limites de la science. Suzy. Nous avons donc décidé de nous réunir plusieurs fois pour discuter de ce que l'on sait actuellement de l'univers, de son histoire, de l'évolution de la science, et de façon générale de tout ce qui nous viendra à l'esprit. Et nous essaierons d'aborder à la fin, le problème des origines. Comme nous avons des sensibilités et des connaissances différentes, je pense que nous aurons parfois des opinions opposées et que la discussion sera animée. Mais la vérité naît souvent de la controverse. Commençons donc. Qui ne s'est jamais posé ces questions ? D'où est-ce que je viens ?
Pourquoi suis-je ici? Pourquoi y a-t-il un système solaire, des étoiles, des galaxies, un univers? Pourquoi les lois de la nature sont-elles ce qu'elles sont? Pourquoi y a-t-il de la vie? Christiane, on peut dire plus simplement comme Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose et non rien? C'est bien la question la plus vertigineuse qui soit. Peut-on vraiment imaginer le rien? Il est déjà assez difficile d'imaginer autre chose que ce que nous sommes. Suzy, les hommes sont interpellés par ces problèmes depuis des millénaires. Et pendant des millénaires, ils ont donné la seule réponse qu'ils pensaient valable, la religion. Un dieu ou plusieurs à partir du chaos, aurait créé la lumière, la matière, la nature, enfin l'homme. Candide, tu oublies le bouddhisme qui ne fait pas appel à Dieu. En ce qui me concerne, j'estime que cette question se situe purement dans le domaine métaphysique et que les scientifiques n'ont pas à l'aborder. Suzy, ce faisant, tu adoptes la pensée qui a dominé pendant 4 siècles depuis Galilée. La religion et la science devaient se cantonner chacune dans son registre propre, et celui-ci était réservé aux théologiens. La science cherchait à se libérer de l'emprise de la religion, et elle a décidé de le faire en se fondant sur le postulat d'objectivité, c'est-à-dire seulement sur des faits. Elle s'interdisait par là de s'appuyer sur des principes. Heureusement, le contrat semble rompu maintenant, avec l'irruption dans le domaine scientifique de l'étude de l'univers, la cosmologie. Celle-ci était quasiment interdite de citer jusqu'au XXe siècle. Les scientifiques ne pouvaient pas l'aborder sous peine d'être accusés de confondre idéologie et connaissance, puisqu'elle n'est pas susceptible d'expérimentation et donc ne peut être empirique comme doit l'être toute science positive. Christiane, il me semble bien exagéré de dire que les savants de la Renaissance refusaient de s'appuyer sur des principes, puisqu'ils cherchaient précisément les bons principes pour l'étude du mouvement ou de la chute des corps, l'équivalent des axiomes d'Euclide pour la géométrie. Il faut bien poser des principes, et je dis bien poser et non démontrer. Le principe d'inertie, celui de la relativité du mouvement uniforme ou celui de l'accélération de la chute des corps sont, contrairement aux principes métaphysiques, vérifiés par l'expérience et même induits par celle-ci, mais néanmoins impossibles à prouver définitivement dans toute leur généralité. On doit donc, en toute rigueur, les considérer seulement comme des hypothèses, de bonnes hypothèses. Les principes cosmologiques sont encore plus hypothétiques, puisqu'on ne peut qu'observer et non manipuler les objets dont on parle. Candide. De plus, il n'y a qu'un seul univers et nous en faisons partie. Christiane, en effet. On ne peut de fait toucher ni modifier aucun objet astronomique, à l'exception de ceux du système solaire que l'on atteint aujourd'hui par des missions spatiales de plus en plus lointaines. C'est donc l'astronomie dans son ensemble qui se situe en dehors de toute méthode expérimentale. Mais la multiplicité des étoiles, des galaxies et des autres objets du ciel permet de raisonner sur des modifications possibles de ces objets, de comparer diverses possibilités, de remplacer ainsi l'expérimentation. On peut prédire l'évolution d'une étoile parce que l'on en connaît beaucoup d'autres. L'unicité de l'univers le rend encore moins accessible, il me semble, et c'est sans doute pourquoi la cosmologie comme science n'existait pas avant le XXe siècle. Suzy, cela n'a heureusement pas empêché Kant, dès le milieu du XVIIIe siècle, de spéculer sur l'existence des univers extérieurs à la Voie lactée. Il n'espérait sans doute pas qu'un jour il y en aurait une preuve factuelle. Candide. Mais l'a-t-il fait avec sa casquette de philosophe ou de scientifique? Suzy. À mon avis, il a procédé de façon parfaitement scientifique. Il avait eu l'intuition que la Voie lactée, avec son aspect aplati, pouvait être un disque en rotation semblable au système solaire, et il avait émis l'hypothèse que quelques nébuleuses spirales également aplaties étaient des voies lactées. Mais il n'en avait aucune preuve directe. Il avait d'autre part eu l'intuition extraordinaire de la formation du système solaire, bien qu'il l'ait renié par la suite. Car il faut bien faire des hypothèses pour avancer, même si elles s'avèrent fausses plus tard. Les choses ont changé au cours du XXe siècle. La cosmologie est devenue une science marchant sur 2 bonnes jambes, l'observation et la théorie. Et de plus en plus, les cosmologistes osent affronter le problème des origines et tentent d'y apporter des réponses. Candide, n'est-ce pas une grave erreur? Christiane, je pense que Kant n'a fonctionné ni comme scientifique ni comme philosophe lorsqu'il a parlé des univers-îles et de la formation du système solaire. Il a spéculé comme cela lui plaisait,
et le distrayait sans doute du difficile travail de sa rigoureuse philosophie. Mais les cosmologistes d'aujourd'hui sont des scientifiques, car ils attendent tout de même des vérifications expérimentales ou observationnelles, même s'ils ne peuvent expérimenter sur l'univers. Ils ont peut-être tort quand même, comme le pense Candide, d'extrapoler vers la question des origines. Suzy, je ne le crois pas. Évidemment, il faut éviter les amalgames, les simplifications, les affirmations exagérées, tout ce qui peut engendrer la confusion. Moyennant ces précautions, le sujet ne doit pas être tabou. Je sais qu'il est de bon ton en ce moment de dire qu'on s'est complètement trompé au XIXe siècle, quand on pensait que la science parviendrait rapidement à tout expliquer. Et certes, la relativité et la mécanique quantique avec son indéterminisme sont venus tempérer cet enthousiasme. Mais c'est tout de même aux scientifiques qu'il appartient d'aborder ces problèmes. Et je dirais même que c'est maintenant à la science de porter le flambeau qu'il a été par la philosophie, jusqu'au XXe siècle. Candide. Mais non. Justement, c'est maintenant que le discours philosophique sur l'interprétation de la science est devenu indispensable. Parce que s'il existe une réalité indépendante de nous, on peut dire qu'elle est de plus en plus difficile à appréhender dans un cadre purement rationnel. Suzy, il ne faut pas confondre raison et bon sens. Le bon sens n'appréhende pas facilement la relativité ou la mécanique quantique, mais la raison, elle, le fait. Je ne suis pas contre le discours philosophique, mais contre le discours mystique sur la science. Et je pense qu'elle n'a pas besoin de la philosophie pour progresser. Parfois même, la philosophie et la science ne font pas bon ménage. Songeons quels extraordinaires progrès la science a accomplis seule depuis 100 ans. Est-ce qu'on aurait pensé il y a quelques siècles que l'homme parviendrait à comprendre des phénomènes aussi terrifiants que la foudre, aussi incompréhensibles que les mouvements des planètes, qu'on dompterait des particules infiniment plus petites que les plus petits organismes, qu'on pourrait s'entendre d'un bout à l'autre de la Terre, etc. Tout cela aurait été taxé de magie. Rappelons-nous qu'Auguste Comte disait qu'il ne fallait pas parler de l'intérieur du Soleil, parce qu'on ne le verrait jamais. Or non seulement on l'observe bel et bien maintenant, mais on constate que ce qu'on avait prédit théoriquement est exact. Comte disait même qu'on ne connaîtrait jamais la composition de l'atmosphère solaire, alors que Fraunhofer en avait déjà obtenu des spectres et avait repéré certains éléments chimiques. Christiane, Comte se trompait évidemment, mais j'aimerais bien que l'on me précise ce que l'on entend par voir l'intérieur du Soleil aujourd'hui, et par quels intermédiaires on doit passer pour s'en représenter le contenu. On aurait pu également objecter à Comte le fait que l'on ne voit jamais rien directement. Arbres ou planètes ne font que nous renvoyer de la lumière reçue du Soleil. Cela l'aurait sans doute surpris car ce n'était pas son propos, et il aurait été surpris davantage encore de nous entendre parler des débuts de l'univers. Mais nous savons bien maintenant que toute connaissance scientifique exige un grand nombre d'intermédiaires. On peut donc aujourd'hui aussi bien parler de l'intérieur du Soleil ou de l'univers dans son ensemble, que des objets qui nous entourent et de la Terre sur laquelle nous vivons que nous sommes loin de comprendre parfaitement. Suzy, je suis d'accord, on ne voit jamais directement. Il faut toujours passer par un modèle, ou une interprétation. Et lorsque je dis qu'on voit l'intérieur du Soleil, c'est en passant par les mêmes méthodes que la mesure des ondes sismiques de la Terre qui permettent de déterminer sa structure intérieure. Candide. Tu veux dire qu'on fait maintenant une véritable échographie du Soleil ? Suzy, ce n'en est pas loin. Cependant, on ne mesure pas ces ondes par des sismographes posés à sa surface, mais par des spectres obtenus à 150 millions de kilomètres. Et la surface du Soleil, on la voit à travers des instruments qui en modifient l'apparence, ou seulement à travers nos yeux qui ne sont pas identiques d'une personne à l'autre. Mais on est capable néanmoins d'obtenir des résultats très précis, qui sont en accord total avec toutes les autres observations que l'on peut faire. Par exemple, la couleur du Soleil est blanche, mais jaune à son maximum d'intensité car la température de sa surface est de 6000 degrés à peu près. Tandis qu'une étoile plus froide nous apparaît rouge. Même si un daltonien les voyait grises toutes les deux, il pourrait déduire de différentes mesures qu'elles n'ont pas la même température, et que pour un non-daltonien, elles ont des couleurs différentes. Candide. Pour en revenir au progrès de la science, chaque fois qu'on fait une découverte, on repousse plus loin le questionnement car de nouveaux problèmes sont soulevés. Je suis persuadé que ce sera sans fin,
que l'on tendra vers une limite sans jamais l'atteindre. Le problème des origines fait partie de cette limite. Suzy, c'est possible, pourtant il faut faire comme Kant, il faut oser spéculer et il faut le faire d'une façon scientifique. En pratique, le problème des origines se pose aux cosmologistes seulement depuis la découverte du rayonnement fossile, lors du passage de l'univers stationnaire au paradigme du Big Bang. Mais avant déjà, il y avait eu vers 1920 un changement de statut de la cosmologie, propulsé au niveau de science, avec l'univers devenant un objet d'étude. Le philosophe Jacques Merleau-Ponty a clairement posé le problème dans les années 1960 s, en affirmant qu'il ne fallait pas que le scientifique se limite aux observations locales en renonçant à toute vision globale, et qu'il devait accepter au contraire que des principes théoriques soient imposés a priori sur l'univers de l'extérieur. Un univers scientifique moderne devait remplacer le cosmos philosophique et théologique ancien, sans craindre un retour au finalisme dont se préservait soigneusement la science depuis 4 siècles. C'était pour Merleau-Ponty une nouvelle aventure de la raison. Christiane, mais il y avait déjà fort longtemps qu'on osait aborder le problème de l'univers dans son ensemble. Et même le principe copernicien était accepté bien avant Copernic lui-même. C'est Nicolas de Cuse, 2 siècles plus tôt, qui a dit « Le monde est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part ». Une pensée qu'on attribue d'ailleurs toujours à Blaise Pascal. Suzy, mais de Cuse n'ajoutait-il pas « Parce que Dieu est circonférence et centre, lui qui est partout et nulle part ». Tu vois bien qu'à cette époque, et même bien plus tard, on ne parlait pas du cosmos sans y ajouter la patte d'un créateur. Ce qui est curieux, c'est que les philosophes grecs d'il y a 25 siècles pensaient que le monde pouvait être expliqué sans faire intervenir des êtres mystérieux. Ils avaient anticipé que la matière est constituée de particules, ils avaient estimé le rayon terrestre, la distance de la Terre à la Lune, et avaient même tenté de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Christiane, certains scientifiques ont effectivement recouru à la création divine, jusqu'à Descartes et Newton, mais cela n'était pas une règle générale à l'Antiquité ni à la Renaissance. Si l'athéisme ne peut s'exprimer ouvertement qu'à partir du XVIIIe siècle, Dieu est rarement invoqué dans les travaux des astronomes car ils ne sont pas considérés comme des philosophes et de ce fait ont droit à toutes les hypothèses pour rendre compte des phénomènes astronomiques, comme le fait Copernic. D'autre part, je ne crois pas que l'on puisse mettre sur le même plan les scénarios atomistes complètement imaginaires, et des mesures concrètes comme celle du rayon de la Terre. L'atomisme ancien n'est pas une anticipation de nos atomes actuels qui d'ailleurs ne sont plus du tout insécables. La matière est-elle divisible à l'infini ou non ? Nous répondons non, en raison de la mécanique quantique plutôt qu'en raison de nos atomes. L'atomisme était une bonne idée, mais rien de plus qu'une idée. Suzy, on a tout de même de bonnes raisons pour penser actuellement qu'avec les quarks on a atteint le stade ultime au-dessous de laquelle la matière est insécable. Christiane, je parierais volontiers le contraire. Lorsqu'on disposera d'encore plus d'énergie que l'on en a aujourd'hui dans les accélérateurs de particules, et on cassera aussi bien les quarks. Je n'en sais rien évidemment, mais je suis tellement persuadée que rien n'est définitif. Suzy, quoi qu'il en soit, les idées des philosophes grecs avaient été oubliées pendant 2000 ans, et le seul dont on s'est rappelé malheureusement fut Aristote. C'est lui qui a fait le plus de mal à la science, avec son diktat sur les causes finales qui permettait de résoudre les problèmes à peu de frais. Il a ainsi éteint toute velléité de réflexion véritablement scientifique, pendant 1500 ans. La Renaissance, avec Francis Bacon en particulier, a contesté enfin l'autorité d'Aristote, et une véritable révolution épistémologique s'est produite alors, qui a introduit la vision d'un monde horloge obéissant aux lois de la mécanique. Christiane, mais non. Pas du tout. Ce procès posthume fait à Aristote par les physiciens d'aujourd'hui n'a aucun sens. Pour instruire un procès, il faut d'abord connaître le dossier. Le monde scientifique n'entre en contact avec les textes aristotéliciens qu'au IXe siècle. Il s'agit alors du monde scientifique de langue arabe et se trouve pour la première fois devant une explicitation laïque du monde. Il découvre la logique, la dialectique et la rhétorique, donc l'art d'un langage rigoureux ainsi que la façon de s'en servir pour expliquer ce que l'on observe et non ce que l'on imagine. Je prends un exemple. Aristote s'est trompé, dit-on,
en posant que la vitesse du mouvement d'un corps est proportionnelle à la force qui lui est appliquée, alors que nous savons bien depuis Galilée que c'est l'accélération qui est proportionnelle à cette force. Mais si vous observez autour de vous des mouvements dans l'air ou dans l'eau, vous aurez plus souvent affaire à des vitesses limites qu'à des vitesses libres dans le vide. Alors l'accélération est nulle, et la force ne sert qu'à maintenir la vitesse. À qui donnerez-vous alors plutôt raison? Lorsque vous pousserez un chariot ou votre vélo crevé sur une route, pensez à Aristote. La science de langue arabe décline vers le XIIIe siècle, époque à laquelle Thomas d'Aquin introduit l'avéroïsme et donc l'aristotélisme dans les universités de langue latine, récemment créées. Certaines thèses aristotéliciennes, comme la finitude du monde ou les causes de la persistance du mouvement des projectiles, sont immédiatement critiquées en Europe. On est donc bien loin des 1500 ans d'obscurantisme dont tu parles. Si certains aristotéliciens, professeurs à l'université de Pise, avaient l'esprit fermé face aux expériences de Galilée, ce n'est certes pas de la faute d'Aristote qui était mort depuis longtemps et dont Galilée disait lui-même en substance. S'il était là et voyait ce que je vois, il serait d'accord avec moi. Pour quitter les concepts de la physique aristotélicienne, Galilée s'est en outre appuyé sur un ouvrage de mécanique qui pourrait bien être d'Aristote également ou de son école. Quant au monde horloge que tu mentionnes à juste titre comme une expression de la Renaissance, il pourrait bien être plus ancien car on construit déjà au XIVe siècle des horloges à engrenages pour représenter les mouvements des planètes et du Soleil, par exemple le fameux Astrarium de Giovanni Dondi dont on peut voir une réplique à l'Observatoire de Paris. Pendant la Renaissance, il est clair que Dieu est l'horloger du monde céleste comme l'homme est celui des machines terrestres. Mais tout change dès le siècle suivant. Descartes regarde autour de lui les phénomènes naturels et les considère comme il le ferait d'une montre, devinant les rouages à l'intérieur. Il propose alors des lois de la nature qui s'appliquent aux phénomènes terrestres aussi bien que célestes. La nature dans son ensemble est alors considérée comme mécanique, mais ceci signifie surtout que ces principes doivent être simples et visualisables, intelligibles comme si l'homme les avait inventés lui-même. Candide. Mais ceci n'empêcha pas les scientifiques philosophes qui découvraient des régularités merveilleuses dans les lois de la nature, de croire en un dessein divin ayant donné naissance à cet ordre parfait. Suzy. Et de plus, Christiane, tu ne pourras quand même pas contester que, après Descartes, on ne pouvait parler scientifiquement du tout car il était réservé à l'extra-scientifique. L'interdiction à la science de penser le monde provenait en fait d'un consensus tacite entre l'Église et les scientifiques, eux-mêmes étant profondément déistes. Car pour un monde horloge, il faut bien un horloger. Newton et Leibniz croyaient tous deux à un créateur ayant conçu le monde, même s'ils n'étaient pas du même avis sur la façon dont ce créateur intervenait par la suite dans son ouvrage. De plus, toute la vie de Newton a été imprégnée d'alchimie et il espérait parvenir à la transmutation des métaux, ce qui montre à tout le moins une sorte de schizophrénie dans sa personnalité. Candide. Il avait peut-être anticipé les réactions nucléaires. Suzy. Il l'aurait peut-être fait 2 siècles plus tard, mais il lui manquait tout de même quelques intermédiaires, malgré son génie. Et d'Alembert, qui se disait non-croyant, affirmait qu'une intelligence suprême devait avoir présidé à la création du monde. Kant, de son côté, en dépit de ses connaissances scientifiques, pensait que s'il existait bien un dessein divin, et il y croyait probablement, nul raisonnement humain ne pourrait jamais le décrypter. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'on voit apparaître une pointe d'agnosticisme. On connaît ainsi la réponse de Pierre-Simon Laplace à Napoléon à qui il venait de présenter son système du monde, et qui lui demandait où était Dieu dans tout cela. « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Mais Darwin est probablement le premier grand savant à avoir réellement ouvert une brèche dans la forteresse derrière laquelle se retranchait la théologie. C'est pour cette raison qu'il était tellement détesté. Bref, jusqu'au début du XIXe siècle, aucun scientifique ni aucun philosophe ne s'était proclamé agnostique et encore moins athée, et pratiquement tous pensaient en termes de surnaturel. Christiane. Il est vrai que les savants du XVIIe siècle ne se seraient pas proclamés athées et ne pouvaient peut-être même pas se concevoir ainsi, quoiqu'il y ait déjà eu des athées à cette époque. Mais je pense que le surnaturel ne jouait aucun rôle chez Galilée, ni par exemple non plus chez le grand physicien arabe du XIe siècle Alhazen, ni d'ailleurs chez Aristote. Descartes, il est vrai,
prend la précaution de nous affirmer que le monde est intelligible parce que Dieu ne peut vouloir nous tromper. Ce que je voulais dire est que l'on assiste au début du XVIIe siècle à une recherche de simplicité et de transparence, qui a cédé la place ensuite à un retour à des préoccupations métaphysiques plus obscures. Le couvercle retombe. Nous y reviendrons certainement plus tard, mais pour ma part, je ne me hasarderai pas à deviner ce à quoi croyait Kant. Et au fait, le principe de moindre action n'aurait-il pas en revanche des relents de finalisme ? Nous l'avons pourtant gardé. Candide, est-ce qu'on pourrait arrêter les disputes ? Nous nous éloignons des origines de l'univers, il me semble. Suzy, tu as raison. Mais pour les aborder, il nous faut être sûrs de nos outils, c'est-à-dire d'abord de nos principes théoriques et de ce qu'ils signifient pour nous. Ce n'est qu'à partir d'une conception bien établie des fondements de nos explications physiques qu'il nous sera permis de nous approcher au plus près des débuts de l'univers, lesquels ont dû se produire dans un cadre qui n'est pas encore bien défini théoriquement car il doit concilier la relativité générale avec la mécanique quantique. L'ennui est que l'on dépasse alors complètement les énergies qui seront jamais atteintes dans un laboratoire terrestre. On dit souvent qu'il faudrait qu'il ait la taille d'une galaxie pour y parvenir. Candide, donc tout est spéculatif et non vérifiable ? Quel est l'intérêt de développer de telles théories ? Suzy, d'abord les lois de la physique et même les constantes de la nature semblent rester valables à très grande distance et dans des environnements très différents des laboratoires terrestres. On peut donc au moins les utiliser. Ce qui ne signifie pas qu'on en tirera la bonne théorie. Candide, même en parvenant à faire une théorie sur ce qui se produit dans ces conditions, on n'aura jamais la preuve qu'elle est valable. Suzy, si fait, car il n'est pas exclu, il est même probable, qu'on obtiendra un jour ou l'autre des preuves de la validité d'une théorie par l'observation de ses prédictions cosmologiques ou physiques. Christiane, ce sont effectivement les prédictions déduites d'une théorie qui en font l'intérêt, au-delà de ce qui nous donne l'impression de comprendre le monde. À partir du système établi par Newton en 1687, l'astronome Edmund Halley a été capable d'identifier les comètes observées en 1609 et 1684 comme étant une seule et même comète, et d'en prédire le retour pour 1758. Bien qu'il n'ait plus été là pour vérifier le bien fondé de sa prédiction à cette date, il est clair qu'il a contribué à la crédibilité de la dynamique newtonienne. Quant aux preuves, c'est un terme que je refuse. À mon avis, il n'y en aura jamais. Comme je l'ai déjà dit, les principes qui nous semblent les mieux assurés ne sont en toute rigueur que de bonnes hypothèses, c'est-à-dire de celles qui élucident, expliquent et permettent de prédire qui de ce fait nous deviennent évidentes. Candide. C'est bien pourquoi j'ai l'impression qu'on trouvera autant de théories que de chercheurs et qu'on ne sera pas capable de savoir quelle est la bonne. Cela restera un jeu de l'esprit. Suzy, tu me rappelles ma propre attitude dans les années 1960 lorsque je suivais des cours sur les trous noirs, qui ne s'appelaient pas encore ainsi puisque le nom a été inventé seulement en 1967, et que je pensais qu'il s'agissait de jolis jeux mathématiques n'ayant rien à voir avec la réalité. Un vaisseau spatial tomberait dedans en quelques secondes alors que pour un observateur extérieur, le temps de sa chute s'étirerait infiniment, et tous les autres paradoxes incroyables qui s'ensuivaient. Pourtant ils existent, on les observe, et d'une façon que l'on n'avait pas prévue à l'époque. Candide. Oui, et on en parle sans arrêt dans les médias. Il suffit de prononcer les mots « trou noir » pour que toutes les oreilles se dressent immédiatement. Mais est-on certain qu'ils existent réellement ? Suzy. Ils sont les seuls à pouvoir expliquer la puissance gigantesque des quasars dont je parlerai sûrement à un autre moment, et on observe presque directement le trou noir géant au centre de la Voie lactée. On a également des indices très forts que les étoiles massives terminent leur vie sous forme de trous noirs. La théorie prévoit que lorsqu'une étoile explose à la fin de sa vie en supernova, le cœur s'effondre sous l'effet de son poids en donnant une étoile très compacte de quelques kilomètres de rayon, ou bien un trou noir si sa masse dépasse 3 fois la masse du Soleil. Or on observe quelques étoiles très compactes, dont on est sûr qu'elles sont plus massives. Candide. Cela signifie que tu as une confiance aveugle dans la théorie. Qui te prouve que ces étoiles soient réellement des trous noirs ? J'ai entendu dire que ce n'était pas du tout certain. Suzy. Oui, je vois très bien ce que tu as pu lire à leur sujet.
On a de nombreux indices que ce sont des trous noirs, la façon dont ils rayonnent, enfin dont rayonne la matière autour d'elles et dont ils varient les jets qu'ils propulsent dans l'espace. De toute façon, on n'est jamais certain à 100% qu'une théorie est juste. On accumule des preuves et encore des preuves, c'est tout ce qu'on peut faire. Christiane, des preuves encore. Mais si on pouvait vraiment en avoir, une seule suffirait. Or, c'est justement ce qui est impossible. Aucune affirmation un tant soit peu générale ne peut être prouvée à partir de vérifications particulières, aussi nombreuses soient-elles. L'affirmation est seulement confortée, rendue probable et raisonnable par la conjonction de divers arguments. On ne pourra jamais prouver que tous les corbeaux sont noirs. On peut seulement affirmer cette hypothèse le jour où l'on trouve un corbeau qui n'est pas noir. Aucune théorie ou hypothèse générale ne peut être prouvée, elle peut seulement être très bonne jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi le philosophe Karl Popper a proposé, dans la première moitié du XXe siècle, comme critère de scientificité d'une théorie la possibilité de la réfuter, et non de la prouver. Suzy, oui bon. On reparlera de réfutabilité. Revenons donc à la relativité et la mécanique quantique, qu'il faudra bien réconcilier, pour comprendre les débuts de l'univers. Certains cherchent même à réconcilier toutes les théories existantes. Candide, est-ce qu'on ne l'appelle pas la théorie du tout? Je trouve ça grotesque et terriblement outrecuidant. Suzy, c'est par dérision que le nom a été donné, c'était celui de la théorie d'un savant farfelu du genre Tournesol dans une série de romans anglais. Le nom est resté, de même que le mot de Big Bang inventé par Hoyle comme une raillerie. Candide, j'ai même entendu dire qu'un physicien a publié un article intitulé « Une théorie du tout exceptionnellement simple ». C'est vrai? Suzy, oui, mais ce n'est pas une plaisanterie. Il y a un jeu de mots dans le titre, parce que la théorie n'est pas du tout simple, mais elle est fondée effectivement sur un groupe mathématique appelé simple. L'article a été très médiatisé, bien qu'il n'ait jamais été publié dans aucune revue scientifique, et n'a jamais été réellement pris en considération par les chercheurs. Il n'est peut-être pas sans valeur. Effectivement, la théorie du tout est celle qui pourrait expliquer pourquoi notre monde est tel qu'il est. Plusieurs idées sont en cours d'exploration. La plus à la mode est la théorie des cordes, une autre est la gravitation quantique à boucle, plus modeste puisqu'elle n'unifie que deux théories existantes et qui n'est d'ailleurs pas une théorie du tout. Et il y en a d'autres. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Candide, cordes, boucles, on croirait des noms de jeux. Et pourquoi les cordes ne feraient-elles pas des boucles? Christiane, cela peut s'envisager en effet. Les cordes vibrantes de la théorie des cordes peuvent être ouvertes ou refermées sur elles-mêmes, formant alors des boucles. Mais ce n'est pas du tout ce dont on parle dans la gravitation quantique à boucle. La sémantique scientifique s'établit souvent au hasard de l'histoire de la théorie, et n'est pas toujours idéale. Suzy, je suis bien d'accord avec toi, les physiciens donnent parfois des noms curieux à leurs concepts. Par exemple, dans les particules élémentaires il y a les 6 saveurs des quarks et des leptons, les couleurs des quarks, leur charme, les gluons, la quintessence, les invariances de jauge, et en cosmologie l'énergie noire, le Big Bang, l'inflation etc. Pour le scientifique, tout ceci a un sens, seulement il n'est pas perceptible au public et peut fausser les représentations qu'il se fait de la réalité. En ce qui concerne le Big Bang en particulier, on devrait absolument changer ce nom. Je préférerais des mots plus neutres, même des néologismes. Candide, par exemple? Voudrais-tu l'appeler gros boom ou bien grande explosion? Suzy, il est vrai que cela ne sonne pas très bien. Pour revenir à notre problème des origines, certains scientifiques comme Stephen Hawking lui trouvent une solution. Candide, j'ai lu Une brève histoire du temps, qu'il a publié en 1988. J'ai été fasciné. Je sais qu'il est affligé depuis plus de 40 ans d'une maladie de Charcot, qui le prive de ses mouvements. Suzy, ce livre a été un best-seller mondial et j'avoue que beaucoup de choses m'ont échappé dedans, mais de nombreux amis non scientifiques m'ont affirmé avoir presque tout compris. Christiane, je trouve cela plutôt inquiétant. Il y a une façon de vulgariser les théories scientifiques, qui masque complètement leurs difficultés afin d'épargner tout effort au lecteur. Celui-ci se sent alors intelligent mais ne comprend rien véritablement des méthodes ni de la technique scientifique. Candide,
Moi-même j'ai énormément apprécié le livre de Hawking et j'ai eu effectivement l'impression de comprendre. Je me demande si vous autres scientifiques, vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière de la technique, et de vous appuyer sur des équations pour appréhender une théorie que vous ne comprenez pas vraiment non plus. Suzy, pourtant nous allons essayer ici de nous en passer. Je crois surtout que nous, les scientifiques, mettons un sens précis dans les mots, et que nous ne nous satisfaisons pas de concepts nébuleux. Ceux de Hawking ont une signification très précise pour les spécialistes, mais non pour les autres. Bref, dans ce livre, Hawking affirmait que la théorie du tout, celle qui permettrait de comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, serait un jour construite, que ce serait l'ultime triomphe de l'humanité, et que nous pourrions alors connaître ce que Dieu avait en tête. Candide, il pensait en fait que cette théorie ne pourrait jamais être construite. Et il pointait le doigt de Dieu. Suzy, eh bien je crois et je ne suis pas la seule que presque tout le monde s'est trompé sur cette phrase de Hawking et qu'il s'agissait en fait d'une plaisanterie. Il vient en effet de publier avec son collègue américain Leonard Mlodinow un nouveau livre intitulé « The Grand Design », qui est également devenu en quelques jours un best-seller et a déclenché de nombreuses réactions sur la toile. L'ironie de la chose tient dans le titre qui est trompeur, car on s'imagine qu'il va défendre le dessein intelligent, en d'autres termes Dieu, alors que c'est le contraire. Il affirme en effet qu'il existe une explication rationnelle de l'univers, et qu'un grand architecte n'est pas nécessaire. Hawking écrit « Parce qu'il existe une loi comme la gravité, l'univers peut se créer à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi l'univers existe et pourquoi nous existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour mettre l'univers en marche. Je ne veux pas en dire plus maintenant, car nous y reviendrons plus tard. » Candide, mais Hawking pourrait avoir changé d'avis depuis 20 ans, non? Et puis, est-il certain que ce soit lui qui ait écrit ce livre? Suzy, j'ai vu Hawking il y a quelques années, lorsqu'il ne disposait déjà plus que de son pouce pour s'exprimer, en tapant sur un ordinateur qui synthétisait ensuite sa voix. Je peux témoigner qu'il se faisait très bien comprendre, et intervenait dans les séminaires où tout le monde l'écoutait avec intérêt. Moyennant quoi, cela ne signifie pas que ses idées soient justes, mais il s'appuie en tout cas sur des raisonnements pertinents sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il pose 3 questions. Quelle est l'origine des lois de la nature? Admettent-elles des exceptions, en d'autres termes des miracles, comme le croyaient Newton et bien d'autres? Et y a-t-il un seul ensemble de lois possibles? À la première question, il répond que les lois se génèrent elles-mêmes, à la seconde, il répond non. À la troisième, il répond qu'il y a plusieurs ensembles de lois possibles. Il se fonde sur ce que l'on nomme la théorie M. En fait, plutôt qu'une théorie, ce sont 5 théories issues de celles des cordes, qui pourraient représenter chacune un pan différent de la nature. L'idée de Hawking est que les fluctuations inhérentes à la mécanique quantique doivent être appliquées à la gravitation lorsqu'on rentre dans le domaine ultra-microscopique. Dans cette brume quantique, le temps et l'espace pourraient échanger leurs identités pendant de courts instants. Le temps émergerait alors peu à peu de l'espace, de même que plus tard, la matière émergera de l'énergie. On peut imaginer que de telles idées déclenchent des réactions, surtout lorsqu'elles sont émises par une personnalité aussi connue que Stephen Hawking. L'avenir dira s'il avait raison. Christiane, tout cela me met mal à l'aise. Je n'apprécie guère le mystère ni les élucubrations médiatiques dans ce domaine. Je pense que nous devrions nous efforcer de comprendre les méthodes des scientifiques, la pratique des chercheurs dans leur laboratoire, plutôt que de fantasmer sur des mots tout plus mystérieux les uns que les autres. Suzy, il ne s'agit pas de fantasmes et j'espère que je vous en convaincrai plus tard. Candide, soit, mais ne pouvons-nous nous arrêter maintenant car je suis épuisée. J'aimerais que la prochaine fois nous revenions sur plusieurs notions dont nous avons parlé, et que je ne comprends pas bien. Suzy, je suis d'accord et je propose que nous passions un certain temps sur l'histoire de l'univers, ce qui te permettra certainement de voir plus clair dans cette discussion. Christiane et moi aussi. J'ai besoin de me reposer et de revenir à l'histoire. Non seulement celle de l'univers, mais celle de la science et la nôtre. À demain donc. Selon les astronomes modernes, l'espace est limité. Voilà une pensée très réconfortante, particulièrement pour les gens qui ne se rappellent jamais où ils ont mis les choses. Woody Allen.
Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Kant. Deuxième jour, naissance de la cosmologie scientifique. Suzy. Puisque nous avons l'intention de disserter sur le problème des origines de l'univers, il me semble qu'avant il nous faut une bonne base scientifique. On ne peut discourir sur ce que l'on ne connaît pas bien. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler quelques faits. Candide. J'ai souvent entendu parler de cosmologie et je pense que je connais assez bien le sujet. Suzy. Tu le crois, mais je n'en suis pas sûre, car tu as probablement lu des articles présentant les résultats actuels sans montrer comment on y est parvenu. Tu ignores sans doute par quelle démarche chaotante, et après quelles âpres discussions on atteint un consensus lorsqu'on y parvient. Comme tous ceux qui ne sont pas acteurs de la science, tu as tendance à croire qu'elle est arbitraire, autoritaire, qu'elle impose ses dogmes, qu'elle refuse de se remettre en cause. Connaître son cheminement permet souvent de jeter un regard plus objectif sur un domaine. Car on peut parier que si une théorie ou une expérience scientifique qui est un temps à la mode, est fausse, il y aura à coup sûr un jour ou l'autre quelqu'un pour s'en apercevoir. Tandis que ce qui n'est pas scientifique restera nécessairement dogmatique. Candide, et toi tu penses être objective ? Suzy, non certainement pas. Personne ne l'est vraiment. Mais il y a des choses qu'un spécialiste peut discuter car tout n'est pas équivalent, et n'a pas le même poids. Il y a même des soi-disant faits qu'il ne peut accepter, comme la fusion nucléaire froide qui est antinomique avec tous les principes de la physique. Candide, qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire froide ? Suzy. La fusion nucléaire à la température ambiante, qui a été paraît-il réalisée en 1989, a déclenché une énorme médiatisation, mais n'a évidemment jamais pu être reproduite par aucune expérience. Christiane. Il est vrai que seuls les acteurs de la science, et je n'en suis pas, peuvent avoir le dernier mot au sujet de celle-ci. Mais il faut pour nous éclairer qu'ils aient suffisamment de recul, d'expérience, ainsi que d'ouverture vers des domaines voisins. C'est pourquoi je pense toujours qu'un peu d'histoire ne peut pas faire de mal, pour saisir à travers les essais et erreurs passés, les difficultés de l'expérience et de son interprétation et comment se construit l'objectivité scientifique. Suzy, bien sûr, et c'est ce que nous essaierons de faire ici. Car j'estime, comme Auguste Comte, qu'on ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Donc je commence mon histoire. Tu sais qu'Einstein a proposé en 1915 la théorie de la relativité générale, destinée à introduire la relativité restreinte dans la gravitation. Elle postule que la force de gravité est une courbure de l'espace-temps produite par la distribution de la matière. Candide, oh là! Tu commences fort. Si toute notre discussion doit être à ce niveau, arrêtons tout de suite. Suzy, ne t'inquiète pas, elle ne le sera pas. Bien que n'étant pas construite dans ce but, la relativité générale pouvait être appliquée à l'univers entier, et c'est ce qu'Einstein s'est empressé de faire. Il a postulé alors que l'univers était statique, ou si tu préfères immobile, qu'il avait toujours existé et existerait toujours. Dans ce but, il avait rajouté à ses équations une constante, appelée constante cosmologique lambda, dont il dira plus tard que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Il l'avait ajustée de telle sorte que cette constante, qui joue le rôle d'une répulsion s'opposant à la force de gravité, l'annule exactement. C'était pourtant assez légitime, puisque les équations étaient définies à une constante près. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on l'a réintroduit actuellement. Si Einstein avait su. Candide, tu pourrais expliquer pourquoi cette constante refait surface ? Suzy, non, ce n'est pas encore le moment, il faut passer par quelques intermédiaires. Christiane, je voudrais juste préciser que bien qu'Einstein n'ait en effet réintroduit cette constante dans ses équations que pour obtenir un modèle statique et fini, elle aurait dû être là dès le début puisqu'il s'agit d'une simple constante de la théorie sous sa forme générale. Lui donner tout de suite la valeur 0 consiste à prendre un cas aussi particulier que la valeur 10 ou 1000, ou n'importe quoi. Mais peut-être Einstein étant davantage physicien que mathématicien, avait cru bon de choisir la solution la plus simple pour des équations déjà assez ardues. Candide, son univers était-il fini ou infini ? Christiane, fini pour une raison très importante qui est la clé de l'intérêt d'Einstein pour la cosmologie. Revenons un peu en arrière.
Einstein lisait beaucoup lorsqu'il était jeune, puis discutait avec ses amis de certains écrits philosophiques concernant la science, dont un livre de Henri Poincaré, mais aussi de ceux du physicien allemand Ernst Mach. Or ce dernier était convaincu de la relativité totale du mouvement, et donc de l'inexistence de l'espace absolu de Newton. L'espace vide un peu magique de Newton avait d'ailleurs été mal perçu au XVIIe siècle. Mais sans cet espace, il fallait expliquer les forces d'inertie qui apparaissent dès qu'un corps est accéléré. Nous sentons bien ces forces d'inertie lorsque le métro démarre brusquement, par exemple, ou bien lorsque nous prenons un virage trop brusque en automobile, qui nous écarte du mouvement rectiligne uniforme. Les forces que nous sentons sont celles qui nous y ramèneraient. Mais par rapport à quoi le mouvement inertiel est-il uniforme ou accéléré? Christian Huygens s'était déjà, un peu avant Newton et bien avant Mach, heurté à ce problème. Mach résolut d'expliquer les forces d'inertie par l'influence sur le corps accéléré de toutes les masses présentes dans l'univers. La force centrifuge à laquelle est soumis un corps en rotation ne serait alors due qu'à sa rotation relative aux autres corps de l'univers et non relative à un espace vide. Mais Mach n'en fit pas la théorie, et son énoncé demeura un principe que l'on appelle encore le principe de Mach, sans trop comprendre d'ailleurs de quoi il s'agit la plupart du temps. Ce principe n'a d'ailleurs plus d'importance aujourd'hui, car on admet l'inertie par rapport à un ensemble cosmologique dans lequel espace et matière sont liés, sans ressentir le besoin de l'expliquer. Certains problèmes disparaissent au cours de l'histoire simplement parce qu'on ne les juge plus intéressants. Il y en a tellement d'autres qui surgissent. Mais Einstein était convaincu que Mach avait raison, ou désirait tout au moins tenter de mettre en œuvre ce principe. Il lui fallait alors traiter de l'univers dans son ensemble, ce qui était vraiment difficile en mécanique newtonienne et même en relativité restreinte. Candide, pourquoi? Christian, c'est un peu délicat, mais si l'on concevait un univers rempli d'une densité moyenne de matière et se prolongeant jusqu'à l'infini, la fonction qui permet de calculer les forces gravitationnelles devenait infinie partout. Il était aussi acrobatique d'arrêter l'univers à un endroit donné, ou de faire tendre la densité de la matière vers zéro, car des astres pouvaient alors s'échapper et partir vers l'extérieur. On avait cependant réussi au XIXe siècle à trouver une solution satisfaisante à ce problème, mais celle-ci n'a été connue et appréciée qu'au siècle suivant, lorsqu'on a pu identifier cette solution avec un modèle relativiste déjà connu. Quoi qu'il en soit, la relativité générale offrait à Einstein la possibilité d'une solution finie mais sans bord, sans limite, grâce à la géométrie courbe. Candide, comment est-ce possible? Christian, imagine simplement la surface d'une sphère, elle est finie mais sans limite. Si tu pars droit devant toi à sa surface, tu reviendras à ton point de départ sans avoir rencontré aucune limite. Eh bien, la relativité générale propose la même chose en dimension 4. Candide, en effet, c'est merveilleux. Suzy, on ne peut pas dire cependant que la relativité générale ait été accueillie par tout le monde avec enthousiasme. Et je m'amuse souvent à citer à ce propos le secrétaire de l'Académie des sciences des États-Unis à qui on avait proposé un débat sur la relativité. Je prie Dieu que le progrès de la science envoie la relativité dans quelques régions de l'espace au-delà de la 4e dimension, d'où elle ne reviendra jamais nous ennuyer. Candide, voilà un excellent jugement. Il n'a pas dû être fier par la suite. Suzy, il faisait comme beaucoup de gens lorsqu'ils ne comprennent pas une théorie. Candide, finalement, Einstein a-t-il réussi avec ses modèles cosmologiques à réaliser Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.